clairement posée. Que penser de la L-glutamine, ce supplément alimentaire vendu comme réparateur de l'intestin? Donc la glutamine, c'est un acide aminé qui est utile à la prolifération des cellules, à la réparation, et tout particulièrement dans l'intestin. Donc c'est un joli rationnel que d'imaginer qu'il puisse aider à la cicatrisation. Joli rationnel. Après, vous me demandez un niveau de preuve, comme on dit. Est-ce que c'est prouvé que ça marche dans les maladies inflammatoires de l'intestin? La réponse est non, mais c'est intéressant à étudier. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Piste intéressante, mais je ne sais pas si ça marche. Question numéro 2. Je pique la place. Peut-on envisager un vaccin futur pour la maladie de Crohn? Aujourd'hui, je n'arrive pas à l'imaginer en tant que chercheur parce que je vois pas ce qui pourrait être stimulé. Quand on vaccine, on essaye de moduler l'immunité pour que le corps se rappelle d'un truc et qu'il réagisse quand il est en contact. Et donc, dans l'idée qu'on a de ce qui cause la maladie de Crohn, je n'imagine pas de vaccin. Alors, une première question qui est plutôt finalement une remarque, peut-être pour les associations de patients. Il y a une remarque qui me dit: pourquoi ne traite-t-on pas des maladies auto-immunes telles que le lupus, les conjonctivites mixtes et le syndrome de Raynaud? Donc c'est vrai que c'est une bonne question et peut-être que ça pourrait faire l'objet de présentations spécifiques dans le cadre des prochains congrès. Mais là, c'est une interpellation plus qu'une question. Si vous avez des questions spécifiques, moi je suis prêt à essayer d'y répondre. Mais je pense que c'est une bonne interpellation, pardon, dans le cadre des rhumatismes inflammatoires et des maladies systémiques. Ces maladies sont importantes, fréquentes et appellent des commentaires bien entendu. Pour prolonger la question précédente, y a-t-il des solutions de naturopathie dans la polyarthrite rhumatoïde? Alors c'est un sujet qui est extrêmement récurrent. En rhumatologie, on a eu différentes modes. Donc il y a eu sans lait, sans viande, sans gluten. Ça c'est extrêmement d'actualité. Le niveau de preuve pour la polyarthrite rhumatoïde, il est inexistant. Donc soit on a une authentique allergie qui peut contribuer, comme dans l'intolérance, la maladie cœliaque, à une maladie auto-immune parce qu'on est allergique à cela, et c'est une maladie à part entière. Sinon, il n'y a pas de démonstration qu'un régime quelconque puisse modifier l'histoire naturelle de la polyarthrite rhumatoïde. Encore une fois, c'est une histoire qui a été écrite par différentes personnes, différentes propositions. On a eu des régimes un peu extravagants qui ont été proposés et qui souvent ont plutôt conduit à des catastrophes, les patients fuyant un peu leur prise en charge habituelle, arrêtant leurs médicaments, espérant tout d'un régime. Et en fait, à ce moment-là, la maladie est plutôt en phase active, évolutive, et on revoit les patients quelques temps plus tard avec des catastrophes. Donc dans la polyarthrite rhumatoïde, il n'y a pas de prise en charge naturopathique. Alors, je me permets justement de rebondir sur deux autres questions qui se ressemblent, donc on va peut-être répondre à ces questions. Compatibilité des huiles essentielles et de la polyarthrite et compatibilité ou utilité des huiles essentielles dans la maladie de Crohn. Comme ça, on aura fait le tour un petit peu des... Allons-y. Alors, je ne sais pas tellement ce qui est sous-entendu par huile essentielle. Ouais, mais donc je crois avoir un peu répondu pour la polyarthrite rhumatoïde. Je ne crois pas qu'il y ait d'évaluation rigoureuse, précise, qui permette d'espérer un bénéfice. Peut-être que c'est différent dans la maladie de Crohn. Même réponse, une ouverture d'esprit des chercheurs en thérapeutique, mais l'ouverture d'esprit, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on ait des résultats pour pouvoir répondre à votre question. Est-ce que ça marche ou pas? On ne sait pas. Pas d'études. Moi, j'ai eu deux questions qui sont posées sur la rectocolite donne-t-elle des douleurs rhumatismales ou de la fibromyalgie? Et puis la question d'après, c'est un peu la même. C'est sur quels critères, vous, le gastro, déterminez-vous que les douleurs articulaires associées à la maladie intestinale sont des complications ou un rhumatisme inflammatoire chronique? Donc oui, les gens se plaignent de leurs articulations.
parfois parce qu'ils ont des douleurs articulaires comme monsieur tout le monde, qui se sont foulés la cheville, ou qui font pas assez de sport et qu'ils en font trop. Et puis, c'est vrai que quand on a l'impression, nous, mais le rhumatologue va peut-être dire autre chose, mais quand on a l'impression que les patients se plaignent beaucoup, qui se plaignent le matin avec du dérouillage matinal, mais que ça dure un certain temps, pas un dérouillage de 5 minutes, mais un dérouillage qui dépasse un quart d'heure, etc. On aime bien avoir l'avis du rhumatologue pour savoir si il y a une prise en charge différente de la simple prise en charge gastro à faire pour ces douleurs articulaires. Mais je crois que ce point est très important. Les douleurs, ça a une caractéristique, c'est ce qu'on appelle la sémiologie. Est-ce que c'est présent la nuit, le matin, combien de temps ça passe, après combien de temps ça passe le matin, est-ce que c'est augmenté par les efforts, soulagé par les efforts, tout ça est fondamental et il faut bien que lorsque vous êtes un patient, vous posant la question, est-ce que je peux avoir un problème articulaire en relation avec une maladie inflammatoire intestinale, il faut bien analyser ces symptômes-là, bien les décrire et pas juste se contenter de dire j'ai mal aux articulations, parce que les conséquences seront complètement différentes. Comme l'a dit mon collègue, soit on va avoir une vraie présentation inflammatoire, je suis réveillé à 4 heures du matin par des douleurs de la colonne vertébrale ou des talons, le matin je suis raide, il me faut 1 heure, 1 heure et demie, j'ai besoin de prendre une douche, de faire de l'exercice pour pouvoir mettre en route mes articulations, et là on est alerté quant à un phénomène inflammatoire. À l'opposé, j'ai des douleurs quand j'ai marché un petit peu longtemps, quand je porte de façon durable quelque chose. Ça, c'est ces douleurs mécaniques qui peuvent être musculaires, tendineuses, articulaires, mais qui ne vont pas appeler de traitement spécifique et ne font pas suspecter de lien avec la maladie inflammatoire. Donc, il faut bien analyser les symptômes et bien les décrire à vos médecins pour voir s'il y a des signaux d'alerte ou pas. Bon, moi, je vois 3 questions qui tournent autour de la nutrition. Alors, nutrition, je vous la lis. Le consensus de l'ensemble des gastro-entérologues n'est pas clair sur l'impact de l'alimentation dans les MICI. Exemple, suppression du gluten et du lactose. Trop peu de gastro se positionnent clairement, ce qui laisse le doute. Alors, je vais être très net. Aucun aliment n'aggrave l'inflammation des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc si on est un puriste qui s'intéresse qu'à l'inflammation, on dit mangez ce que vous voulez. Après, on sait tous que quelle que soit la maladie intestinale, la moindre gastro-entérite, et qu'on boit du lait, on a plus mal au ventre, on a plus de gaz, on a plus la diarrhée. Donc ça, c'est du bon sens pour monsieur tout le monde. Il faut éviter le lait, et donc lactose, d'accord. Et en général, les autres produits laitiers, qui contiennent beaucoup moins de lactose et qui sont plus solides, qui descendent plus lentement dans l'intestin, sont bien tolérés. Le gluten, aucun lien entre les MICI et le gluten. Ça veut dire qu'on a le droit d'avoir les deux, une intolérance au gluten et une MICI, mais l'association n'est pas spécialement élevée. Bon. Alors, c'est vrai que quand on pose la question à un gastro-entérologue, quand on a mal au ventre et la diarrhée, il vous dit, écoutez, je vais vérifier que vous ne prenez pas trop de lactose, pas trop de FODMAPs, des petits sucres qui sont fermentés, par exemple le miel, les confitures, le cidre, les fruits, les fraises, etc. Tout ça pour essayer de diminuer des aliments qui parfois aggravent un peu les symptômes, mais pas la maladie elle-même. Et dans les autres questions nutrition, il y avait le modulène. Alors, je vous la lis, cette question, y a-t-il des études sur l'efficacité du modulène donné en traitement? Alors, tout de suite, j'espère que quand on donne un traitement, il y a des études. Alors, je termine la phrase, donné de façon cyclique, 15 jours par cycle de 8 semaines après un traitement par corticoïde. Le modulène, c'est une alimentation qui a peut-être un effet un peu anti-inflammatoire, en tout cas qui est plus facile à digérer, qui améliore les symptômes au cours de la maladie de Crohn. C'est assez efficace en pédiatrie, où les enfants tolèrent probablement mieux que les adultes, qu'on remplace complètement leur alimentation par un truc qui ressemble à du lait. Ils tolèrent ça, et 70% d'efficacité quand on le fait en exclusif. Par contre, quand on mélange un peu d'alimentation, un peu de modulène, c'est moins efficace. C'est aussi un peu mieux toléré. Donc vous voyez, le docteur, il fait comme ça, il ne prescrit cela que quand il n'y a pas d'alternative, et parfois c'est le cas. Et quant à cette façon très spécifique, 15 jours toutes les 8 semaines, voilà un cas très spécifique d'une personne très spécifique qui a certainement une maladie sévère,
pour laquelle il y a besoin d'un soutien nutritionnel, et j'ai confiance dans celui qui a prescrit ce type de traitement rare. La dernière question, c'est sur l'argile, et sur l'argile, je ne sais pas répondre. On parle de cure, dit la question, à base d'argile pour la maladie de Crohn. Que pensez-vous ? Quand quelqu'un vient me voir en disant « je fais des cures, c'est génial », je lui dis « c'est génial ». Quand quelqu'un me dit « j'ai essayé l'argile, ça ne marche pas », je lui dis « ça ne marche pas ». Je ne sais pas. Je n'ai pas d'étude de la littérature médicale, comme on dit, mais j'ai l'écoute et le bon sens d'une personne qui me dit quelque chose et j'apprends de cette personne. Mais je ne peux pas, comme ça, dire « je prescris de l'argile ». Il m'arrive d'en prescrire à des personnes qui disent qu'elles sont mieux avec. Donc pour prolonger la discussion, cure thermale, existe-t-il une preuve de bénéfice médical ou simple bénéfice vu par le patient ? Déjà, bénéfice vu par le patient, c'est déjà un progrès et quelque chose de positif. Donc je crois qu'il faut être pragmatique et là encore avoir du bon sens. Une cure thermale, donc des soins spécifiques de kiné, de balnéothérapie, de l'éducation thérapeutique faite pendant un séjour qui dure 3 semaines. Lorsqu'on a une maladie qui est bien contrôlée, qui est en rémission, ça paraît potentiellement bénéfique. Là encore, ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend des soins qui sont proposés, mais ça paraît une bonne stratégie. La plupart des patients repartent contents. De là à évaluer les conséquences, c'est extrêmement difficile d'un point de vue médical. On n'a pas vu de conséquences sur l'absence de progression de la maladie. Par contre, on a vu moins de consommation d'antalgiques, moins de consommation d'anti-inflammatoires après une cure. Donc ça, c'est positif. Par contre, je pense que cela ne s'entend que dans une maladie qui est bien contrôlée, qui est en rémission. Aller en cure alors qu'on est en poussée de polyarthrite rhumatoïde, c'est pas une bonne idée, parce que ça va retarder la prise en charge, la cure va mal se passer et vous n'en tirerez pas de bénéfice. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, avoir du bon sens, trouver une destination satisfaisante, un environnement médical adapté, mais ça peut être bénéfique. Juste, je prolonge sur la polyarthrite avec une question vraiment spécifique, mais c'est intéressant. La question est, l'ostéite, donc l'inflammation osseuse, fait-elle partie des complications de la polyarthrite rhumatoïde ? Peut-on faire un traitement intraveineux quand un traitement oral, entre parenthèses rifadine et oflocette, est mal supporté ? Il est ajouté dessous PR très sévère. Donc en fait, cette question, ce n'est pas une question vraiment de polyarthrite rhumatoïde, c'est une question d'infection osseuse. Mais c'est une question qui est importante, parce qu'en fait, les infections osseuses et articulaires surviennent plus souvent lorsqu'on a des articulations qui sont détruites et abîmées. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on peut imaginer qu'un germe qui passe dans la circulation, il va plus facilement s'arrêter dans une articulation qui a été abîmée, qui a des dégâts ou qui est hypervascularisée, que sur une articulation qui irait parfaitement bien. Donc il y a un petit surrisque d'infection osseuse ou articulaire dans la polyarthrite, en général, un petit peu plus lorsqu'on a des biothérapies, mais c'est relativement limité, encore une fois, ce risque, mais un petit peu plus. Et donc ensuite, si on a cette situation clinique, qui est une situation très particulière, il y a des traitements antibiotiques qui sont très efficaces. Maintenant, ces traitements ont été beaucoup raccourcis. Avant, on traitait 6 semaines ou 8 semaines. Aujourd'hui, on traite des temps beaucoup plus courts, mais c'est des traitements très spécifiques. À la question, existe-t-il des traitements intraveineux ? Oui, il en existe, mais on a aussi maintenant beaucoup d'antibiotiques par voie orale qui sont très efficaces. Mais donc, c'est une situation particulière. Il y a un petit peu plus de risque d'infection osseuse et articulaire dans la polyarthrite rhumatoïde, et ça appelle des traitements spécifiques, mais on a beaucoup d'antibiotiques disponibles aujourd'hui. Quels sont les vaccins indispensables avant de commencer ma biothérapie ? Ça, c'est une question très importante qui est valable pour toutes les biothérapies. On rajoute aux vaccins de Monsieur Tout-le-Monde qui doivent être vérifiés certains vaccins, et notamment la vaccination contre le pneumocoque. Donc il faut que les vaccins de Monsieur Tout-le-Monde soient à jour, c'est clair, et en plus vacciner contre le pneumocoque, ce qui aujourd'hui peut se faire avec 2 piqûres, à au moins 8 semaines d'intervalle, et après c'est valable pour toute la vie. Une qui s'appelle machin 13, aujourd'hui Prevnar 13, demain un autre mot, peut-être pneumo 13, et puis un petit peu après, 8 semaines après, 23. Donc
Pneumo 23, qui est actuellement en rupture de stock. Vous avez raison, et c'est pour ça que j'ai dit 23, parce que probablement un autre va apparaître dans les mois qui viennent. Très important de faire les vaccins courants plus ceux-là. Certains vaccins sont contre-indiqués chez les gens sous biothérapie, et notamment le vaccin contre la fièvre jaune et le BCG. Et ça, c'est dommage pour les gens qui souhaitent voyager dans des pays où le vaccin est obligatoire. Donc une question un peu générale qui s'adresse à... Pardon. Oui. Alors, donc, il n'est pas obligatoire de vacciner contre la fièvre jaune toute personne dans notre pays. Par contre, une personne qui souhaite voyager dans un pays d'endémie de la fièvre jaune, il y a parfois des gens qui disent « Tiens, ma fille vient de se marier avec quelqu'un qui vit en Afrique et il faut le vaccin contre la fièvre jaune ». Là, on sait qu'on ne pourra pas administrer ce vaccin sous corticoïdes, sous Immurel, sous méthotrexate, sous la moindre biothérapie. Si on a la chance que la maladie le permette d'avoir une fenêtre sans aucun de sa biothérapie. Une question générale qui pourrait s'appliquer à nos deux spécialités, la question est, serait-il possible de savoir ce qui se passe à l'étranger sur le plan de la recherche scientifique, guérison, vaccin, etc. Donc c'est une question intéressante, mais il est clair qu'aujourd'hui, je ne sais pas bien ce qu'on appelle l'étranger, mais vous avez remarqué que les frontières se sont un petit peu réduites. En tant que médecin hospitalo-universitaire, on participe à de nombreuses conférences internationales et européennes et les échanges sont multiples. Les échanges sont multiples lors de ces conférences, mais aussi lors de réunions X ou Y. Je suis sûr que les associations de patients sont aussi déjà à cette échelle qui est supranationale, donc les échanges sont multiples. Et puis je ne vous parle évidemment même pas d'Internet et de l'information qui circule. Donc, malheureusement, vous n'attendez pas à trouver dans un pays étranger quelque chose qui serait absolument impossible chez nous et qui serait miraculeux dans un autre pays et auquel on n'aurait pas accès. Ça relève plutôt de la croyance plutôt que de la réalité. Donc aujourd'hui, par exemple, sur la question spécifique de la polyarthrite rhumatoïde, l'actualité, et c'est intéressant de voir qu'on a peu de questions là-dessus, c'est les biosimilaires. Aujourd'hui, c'est le sujet principal. C'est-à-dire comment on valide la mise à disposition de biosimilaires, quelle est la démarche que l'on exige d'un médicament pour montrer son équivalence par rapport à un produit de référence qui est déjà disponible, comment on le valide, comment on l'enregistre, et après comment on l'utilise, comment on extrapole ces résultats pour la... Donc voilà, ça c'est l'actualité de tous nos congrès. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a aussi les inhibiteurs de JAK kinase, qui sont une autre classe médicamenteuse qui est disponible déjà en France depuis peu, dans quelques pays européens depuis un peu plus longtemps, aux États-Unis un petit peu plus longtemps. Il y a eu des questions d'enregistrement par rapport à la tolérance de ces médicaments, mais voilà, sinon il n'y a pas d'innovation vraiment spectaculaire auxquelles on n'ait pas accès et pour lesquelles on n'ait pas d'informations. Mais je suis surpris que sur le sujet des biosimilaires, on n'ait pas plus de commentaires, mais c'est peut-être pour l'année prochaine. Moi, je veux faire une remarque pour un peu discussion de société. Certains médicaments sont autorisés dans certains pays ou remboursés dans certains pays et pas dans le nôtre. Par exemple, cette année, il a été pris une décision vis-à-vis du vedolizumab dans la maladie de Crohn. Je voudrais ici rassurer tout le monde et en disant que si ou quand il y aurait une différence de prise en charge en défaveur de notre pays pour soigner nos maladies, on monte ou on monterait tous au créneau. Donc, c'est ce qui est fait pour le vedolizumab. Et inversement, quand certains émettent des doutes sur l'efficacité de médicaments, ils sont dans leur droit, dans leur devoir même d'être critiques vis-à-vis de comment on juge des choses. Donc, soyons rassurés, c'est une société dans son ensemble, avec les associations de malades qui sont là pour soutenir, les docteurs pour tirer droit, enfin voilà, pas d'inquiétude excessive. Une question encore spécifique, polyarthrite rhumatoïde, PR but rémission, sous méthotrexate depuis plusieurs années, pas de douleur, diminution du dosage, les douleurs reviennent, quoi faire? Donc c'est une question importante, c'est notre objectif thérapeutique, il faut qu'on mette la polyarthrite en rémission clinique et biologique. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure situation pour ne pas voir apparaître d'érosion, de destruction articulaire. Vous
Vous savez que la polyarthrite, c'est l'articulation est gonflée, elle érode, elle agresse l'os qui devient déformé, on a une déformation et après on a un handicap. Donc si on revient en arrière, on ne veut pas de handicap, donc on ne veut pas d'érosion, donc on ne veut pas de gonflement. Donc pas de gonflement, c'est la rémission clinique. Et donc c'est ce qu'on évalue par le fameux score DAS avec le compte articulaire à chaque fois. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est gonflé? Quel est le niveau de CRP? Une fois qu'on a obtenu la rémission, la question c'est comment on gère cette rémission. On l'espère pour de nombreuses années, cette rémission. En général, on l'obtient sous traitement. On ne l'obtient pas sans traitement. Et il est vrai qu'il est très difficile de se passer au très long cours de tout médicament. Là, dans le cas présent, seulement sous méthotrexate, donc c'est une situation très favorable. Un seul médicament a permis d'obtenir une rémission. Si on veut baisser la dose, eh bien des symptômes semblent réapparaître. Donc il faut revenir à la dose efficace qui sera conservée de nombreuses années. On a maintenant presque 40 ans de recul avec le méthotrexate, 20 ans de recul avec les biothérapies. On sait gérer ce médicament. On sait qu'on a des signaux très rassurants sur la tolérance au long cours. Il faut maintenir la rémission, même si c'est au prix du maintien d'un traitement pendant de nombreuses années. Donc il faut maintenir ce traitement. Parfois l'alléger un petit peu, mais avec prudence. 3 petites questions sur l'Immurel. Est-ce qu'il est obligatoire de prendre l'Immurel quand on a arrêté le Rémicade pour une rectocolite hémorragique? Obligatoire, on n'oblige rien en France, vous savez bien. Non, pas obligatoire. Cependant, en général, quand on est allé jusqu'à prescrire une biothérapie, le Rémicade, pour une rectocolite hémorragique, c'est qu'elle a un haut risque de rechute. Donc, il faut discuter avec son docteur de quel est mon risque compte tenu de tout ce que vous avez analysé, et vous me proposez de prendre de l'Immurel pour le prévenir. Qu'est-ce que vous en attendez? La deuxième question, c'est est-ce que l'Immurel peut être la raison de violents maux de tête? La réponse est oui. Et maintenant, chez quelqu'un qui vient me voir pour mal à la tête, que ce soit l'Immurel qui soit responsable, chez certains malades, c'est l'Immurel, puis chez beaucoup d'autres, c'est pas. Et dernière question très importante pour être rassurant, pour un fœtus, avec un traitement pour Immurel plus Pentasa. Et la réponse pour ce fœtus, ce futur bébé, si maman prend de l'Immurel ou si maman n'en prend pas, les études ont comparé ça et il n'y a pas de différence. Il y a une différence si maman est mal soignée. Quant au Pentasa, donc on continue l'Immurel au cours de la grossesse. Quant au Pentasa, on a beaucoup d'informations pour des doses. Et au-dessus de 3 grammes par jour, on ne sait pas. Par principe de précaution, on dit pas de dose supérieure à 3 grammes par jour, parce que quand je dis on ne sait pas, il y a eu un cas d'un bébé qui est né avec des problèmes rénaux. Depuis cette époque-là, 1994, on dit on ne sait pas, je vous prescris autre chose. Voilà, donc Immurel autorisé, Pentasa jusqu'à 3 grammes par jour. Rapidement, polyarthrite, est-ce que cette maladie peut causer une myocardite? Donc la réponse est oui. C'est tout à fait exceptionnel, mais la polyarthrite reste une maladie systémique, donc une inflammation qui peut dépasser les articulations et parfois, dans des cas tout à fait particuliers, cette inflammation peut toucher le cœur, le muscle cardiaque et donner une myocardite. C'est une situation particulière avec un examen clé qui est l'IRM cardiaque et il existe des traitements tout à fait particuliers qui sont disponibles, mais oui, ça peut exister. Pour sortir un tout petit peu de la polyarthrite, cortisone et méthotrexate pour une PPR. Donc une PPR, c'est une pseudo-polyarthrite rhizomyélique qui a récidivé à 2 reprises et 2 mois après l'arrêt du traitement. La question, combien de temps peut durer une PPR qui laisse un espoir de guérison? Donc c'est une question d'une maladie un peu différente, mais qui reste une maladie inflammatoire. La PPR, c'est un enraidissement des épaules et des hanches, donc un enraidissement inflammatoire. C'est une maladie qui peut exister toute seule ou qui peut exister associée à une autre maladie qui s'appelle la maladie de Horton. La maladie de Horton, c'est quand cette inflammation, elle va toucher des structures de l'œil et des territoires vasculaires. Là, c'est beaucoup plus important, embarrassant et ça nécessite un traitement plus lourd.
La PPR, lorsqu'il y a cette inflammation des ceintures, en général ça survient plutôt après 65-70 ans, il y a souvent des signes généraux importants avec de la fatigue, de l'amaigrissement qui sont associés. Normalement on dit que c'est 18 à 24 mois d'évolution. Le traitement c'est la cortisone à faible dose, 15 ou 20 mg. Si l'évolution n'est pas favorable ou si on rechute quand on essaye de baisser la cortisone, c'est là qu'on utilise le méthotrexate. Mais normalement, en 18 à 24 mois, on ne doit plus avoir de symptômes si on a baissé très doucement la cortisone sur cette période de 1 an et demi à 2 ans. Si ça revient, si c'est mal contrôlé, il faut peut-être revoir le diagnostic. Parce que normalement, c'est une maladie qui s'éteint après cette durée-là. J'ai deux questions qui se ressemblent. Mon traitement d'entretien pour une RCH n'évite pas les poussées. Et puis l'autre, que je trouve que ça ressemble, c'est au bout de combien de temps peut-on dire si un traitement, là, Stellara par exemple, fonctionne ou non sur une maladie. Par exemple, une maladie de Crohn avec une pochite. Donc, si le traitement d'entretien ne marche pas et qu'on l'a essayé suffisamment longtemps, faut le changer. Enfin, c'est du moins le premier réflexe qui vient au docteur. En fait, je vais vous dire non. Le premier réflexe qui lui vient, c'est est-ce que le traitement est bien pris ? Est-ce que l'objectif du traitement est bien compris ? C'est-à-dire, parfois on dit ça ne marche pas, mais dans le fond, c'est presque parfait. Bon. Et sinon, si vraiment le traitement ne marche pas et qu'on a des alternatives, on cherche à changer. Et habituellement, on essaye de voir la vitesse pour changer de traitement en matière de maladies inflammatoires de l'intestin. On essaye d'obtenir des signes cliniques améliorés franchement à 3 mois et des lésions améliorées franchement, voire guéries, à 6 mois. Voilà à peu près les ordres de grandeur qu'on se fixe. Mais bien sûr, parfois, ces ordres de grandeur, ils sont changés. Chez les gens très malades, on n'essaye pas aussi longtemps. Mais c'est à peu près ça. Une question un peu générale. Au fil de l'évolution de ma maladie, j'ai constaté un claquement des os. Dessous, une petite correction, articulation. Donc je pense qu'effectivement, c'est plus un craquement des articulations, ce que tout le monde a déjà constaté, et donc ce n'est pas pathologique. C'est des petites bulles d'air qui sont chassées lors d'un mouvement articulaire, ce n'est pas pathologique. Il y a même une étude qui s'est intéressée à l'arthrose des doigts chez des gens qui ont l'habitude de se faire craquer les doigts. C'est quand même original comme sujet de recherche, il faut avoir réfléchi longtemps pour faire ça. Eh bien, il a été montré qu'il n'y avait pas plus d'arthrose lorsqu'on se fait craquer les doigts tous les jours que quand on ne le fait pas. Je ne suis pas sûr que ce soit un motif pour le faire systématiquement, mais c'est assez rassurant. Donc quand on entend les articulations craquer, ce n'est pas pathologique et ça ne veut rien dire de particulier. Alors je vois quelqu'un qui pose la question, quand on a un Crohn et des problèmes dentaires et ophtalmologiques, pourquoi ces problèmes ne sont-ils pas pris en compte avec le Crohn ? Alors, j'ai envie de dire, j'espère qu'ils sont pris en compte, quoique vous n'êtes pas abandonnés pour vos problèmes dentaires et ophtalmo, mais peut-être que la question derrière tout ça, c'est la prise en charge par l'assurance maladie à 100%. Là, c'est vraiment à votre docteur, en son âme et conscience, et droit dans ses bottes, parce qu'il gère... je fais ma fonction pour la société de dire, oui, je crois vraiment que chez cette personne, il y a un lien, et donc ça justifie la prise en charge à 100%, ou bien il n'y en a pas. Et je crois qu'Anne Buisson veut répondre aussi. Non, je veux juste rajouter quelque chose. C'est vrai que la prise en charge des problèmes de santé bucco-dentaire n'est pas prise en charge dans le cadre de la LD pour les malades de Crohn et de rectocolite hémorragique, alors que c'est différent pour les personnes qui sont atteintes de polyarthrite rhumatoïde, puisque ça c'est pris en charge dans le cadre de la LD. Donc nous, en tant qu'association, évidemment, on se bat parce qu'il y a un vrai rationnel quand même sur les problèmes liés en fait, aux maladies et les problèmes bucco-dentaires que l'on a quand on a une maladie de Crohn et une rectocolite hémorragique. Voilà. Dont acte, et c'est vrai, je vais vous dire tout ce mois-ci. Donc du coup, une personne arrive avec sa facture pour des prothèses. C'est extrêmement élevé. Il me demande un soutien. J'ai répondu comme j'ai répondu, mais dont acte si évidemment les choses arrivent à avancer et que le niveau de preuve pour dire telle ou telle intervention, elle est vraiment liée à la maladie inflammatoire, etc. Et c'est justifié. On pose la question pour la maladie de Crohn, l'ultralevure peut-il être utile sous une poussée? L'imodium est-il une bonne réponse? Contre la douleur, le spasfon, tac, tac, tac. Alors, ultralevure, niveau de preuve, ça a été étudié pour voir si ça prévenait les rechutes de maladie de Crohn dans une étude randomisée double aveugle. La réponse est non.
Ça ne veut pas dire qu'individuellement ça ne marche pas, c'est un médicament dont le profil de tolérance est bon. L'Imodium, pareil, il y a marqué sur la notice contre-indiqué en cas de maladie de Crohn et de rectocolite, mais on l'utilise au quotidien. La contre-indication, c'est un vieux truc où on ne voulait pas que les personnes fassent de l'automédication et soignent leur maladie de Crohn pendant 20 ans, rien qu'avec de l'Imodium, mais on peut l'utiliser si ça marche. Et le Spasfon, insuffisamment efficace sur les douleurs, il ne faut pas mémoriser, le Spasfon n'est jamais efficace, c'est le traitement de la douleur de première intention. Quand il est insuffisant, il faut que le docteur essaye de faire mieux, ce qui n'est pas toujours possible. Là, j'ai une question fondamentale, je pense, pour la polyarthrite rhumatoïde. Un professeur de rhumatologie a déclaré que la cortisone devait être prise ponctuellement, entre parenthèses, pas plus de 6 mois. Je suis sous cortisone depuis 18 mois, 4 à 5 mg par jour. Dois-je prendre un autre avis rhumatologique ? C'est une très bonne question, une question pratique qui a fait l'objet de nombreuses discussions ces dernières années. La cortisone, c'est le traitement miracle de la polyarthrite rhumatoïde. Vous qui avez cette maladie, vous le savez parfaitement. En cas de poussée, si vous prenez une dose plus forte, c'est le médicament qui va le plus améliorer non seulement les symptômes, mais l'état général et le bien-être. Le problème, c'est la toxicité de ce médicament si on en prend trop longtemps. Mais il n'empêche, en tant que médecin, c'est frappant de voir à quel point la corticothérapie a une efficacité spectaculaire dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous savez que dans la spondylarthrite... La maladie de Crohn et la rectocolite. Voilà. Donc la spondylarthrite, c'est plutôt les INS pour nous les rhumatologues, mais la corticothérapie, c'est presque miraculeux. Vous savez peut-être que l'équipe qui a développé les corticoïdes a eu le prix Nobel avec un malade qui est dans un fauteuil roulant, qui reçoit une perfusion de corticoïdes et qui se lève de ce fauteuil roulant et qui se met à marcher. C'est un film qui circule, qui démontre l'efficacité. Le problème, c'est un problème de dose au long cours. Donc on a eu une tendance à considérer qu'on avait beaucoup évalué les effets secondaires des corticoïdes et de penser que de prendre trop longtemps de corticoïdes était très délétère et que du coup, il fallait peut-être supprimer la corticothérapie. Ce message a été aussi un peu suscité par les laboratoires qui ont développé des médicaments. Pas d'hypocrisie. Pas d'hypocrisie. Ils développent des nouveaux médicaments super anti-inflammatoires. Si les autres pouvaient laisser la place, ce ne serait pas plus mal. Donc ce qu'il faut, une nouvelle fois, c'est avoir du bon sens et être raisonnable. On sait qu'une faible dose de corticoïdes, faible, c'est en général défini par 0,1 mg par kilo, ça veut dire 4, 5, 6, est un traitement qui est considéré comme un traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde, parce que même à ces doses-là, ça diminue le risque de faire des nouvelles érosions articulaires. Par contre, quand on dépasse cette dose, on sait que là, on a des effets métaboliques, des effets osseux qui, dans la balance, sont plutôt délétères. Donc oui, les corticoïdes sont encore souvent utilisés au long cours, à faible dose, en association avec les traitements de fond, puisqu'ils sont complémentaires dans le mode d'action du méthotrexate et parfois des biothérapies. Par contre, après, une fois qu'on a maintenu cette rémission assez longtemps, on va jouer à un jeu où on va diminuer un peu les traitements, probablement la corticothérapie en premier, espacer un peu la biothérapie et garder le méthotrexate. Mais cette patiente qui nous dit « je prends de la cortisone 4 à 5 mg par jour depuis 18 mois », je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'elle change de rhumatologue. Sa pratique me paraît tout à fait normale. Je ne sais pas quelle est la tendance en gastroentérologie. La tendance est zéro parce qu'on n'a pas de démonstration d'efficacité, même des petites doses de cortisone pour prévenir la rechute. Par contre, certains malades quand même sont dépendants de ces très petites doses et aucun des traitements alternatifs n'arrive à les maintenir que la cortisone. Ces malades sont vraiment rares maintenant en France. Alors que nous, on a vraiment des démonstrations que des doses de 4, 5 ou 6 mg versus placebo protègent contre des nouvelles érosions, des destructions articulaires. Donc même les faibles doses peuvent être efficaces. Alors moi j'ai une question. Le Pentasa est-il efficace contre le cancer du côlon ? Cancer du côlon dans notre pays, c'est 4% de la population, monsieur tout le monde. Et plus encore quand on souffre d'une maladie inflammatoire de l'intestin, si on ne contrôle pas l'inflammation. Le Pentasa n'a jamais été étudié, probablement ne protège pas contre le cancer du côlon de monsieur tout le monde.
L'aspirine, un tout petit peu. Mais par contre, on a vraiment l'impression qu'il protège un peu du cancer du côlon des personnes souffrant de colite étendue chronique. On n'a pas d'études qui ont tiré au sort 1000 patients qui reçoivent le traitement, 1000 qui ne le reçoivent pas. On les suit pendant 25 ans, on compte les cancers. C'est plutôt du genre, on s'aperçoit que les gens qui ont le cancer, statistiquement, ils prenaient moins de 5 ASA que les autres. Donc les scientifiques peuvent discuter, mais on a vraiment l'impression, et on prescrit du coup ce médicament dans une stratégie de prévention du cancer au cours des Mickey. Rhumatisme psoriasique auriculaire depuis 6 mois. Donc normalement, c'est l'atteinte dermatologique, un traitement topique, là encore souvent un peu de corticoïdes. Si le rhumatisme est vraiment présent et donne des gonflements persistants, là il faut discuter d'un traitement de fond qui pourrait avoir une efficacité sur les articulations et peut-être sur le psoriasis cutané. On rentre dans les mêmes médicaments, méthotrexate, Arava, qui peuvent être efficaces sur la peau et sur le rhumatisme en même temps. Si c'est le rhumatisme auriculaire qui est vraiment embêtant, il faut un traitement topique par corticoïdes. Oui, peut-être aussi avec l'idée de sortir un peu de la polyarthrite rhumatoïde, même si le patient a une polyarthrite et un syndrome de Gougerot-Sjogren, et il dit qu'il prend un traitement par Plaquenil depuis de nombreuses années. Et il se pose la question, est-ce que ce traitement est toujours d'actualité? Je n'en ai pas entendu parler au cours des conférences du salon. Donc le Plaquenil, c'est un traitement immunomodulateur léger, qui pourrait avoir des propriétés un petit peu multiples. On a évoqué son bénéfice métabolique, cardiovasculaire, et qui est utilisé dans les polyarthrites indifférenciées, c'est-à-dire quand on a des gonflements articulaires modérés, qu'on ne va pas vers une polyarthrite rhumatoïde, qu'on ne sait pas très bien si c'est un lupus, une connectivite, une autre maladie, souvent ce traitement est donné à ce stade-là. Spécifiquement dans le syndrome de Gougerot-Sjogren, c'était le traitement de fond qui a été utilisé pendant de nombreuses années, comme c'est le cas pour ce patient. Et en fait, il y a 2 ans, il y a une étude randomisée, contrôlée contre placebo, Plaquenil versus placebo. Est-ce que ça change quelque chose sur la sécheresse buccale et oculaire qui caractérise le syndrome de Gougerot-Sjogren? La réponse est non. Ce traitement n'a pas pu démontrer son efficacité sur ces symptômes de sécheresse qui caractérisent le syndrome de Gougerot-Sjogren. Donc ce n'est plus un traitement qu'on utilise pour cet aspect-là de la maladie. Mais on le donne encore dans les formes un peu indifférenciées, parce que c'est un médicament qui est très sûr, qui a très peu d'effets secondaires. Et donc quand on hésite entre plusieurs maladies, le Plaquenil étant un traitement fondamental dans le lupus par exemple, on continue à l'utiliser dans ces cadres-là.